messieurs, bonsoir, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici les titres de votre journal. Regardez, Roland Garros, c'est bel et bien parti, une quinzaine que l'on va savourer. Pourtant, certains des favoris sont déjà sortis de route. Exit donc Wawrinka, Nali et maintenant Serena Williams. NBA, la finale de la conférence Ouest nous régale après les démonstrations de San Antonio. C'est au tour d'Oklahoma City de renverser la vapeur. Tour du monde avec le Mexique qui affronte Israël au stade Aztec et reçoit les honneurs du président avant de s'envoler pour le Brésil. Mercedes ne roule plus mais vole. L'écurie de Formule 1 a trouvé la formule magique pour dominer les circuits avec 5 doublés en 6 courses. Et on ouvre cette édition par du tennis avec Roland Garros après la numéro 2 mondiale hier. C'est au tour de la numéro 1 mondiale et favori du tournoi Serena Williams d'être éliminée de Roland Garros. L'américaine tenante du titre a subi une élimination humiliante face à l'espagnole Garbine Muguruza en 2-7, 6-2, 6-2. Lourde dans ses déplacements, imprécise dans ses frappes, Williams n'a jamais été en mesure d'imposer sa puissance. C'est seulement la 3e fois de sa carrière qu'elle est éliminée si tôt dans un tournoi du Grand Chelem. En revanche, chez les hommes, pas de problème pour Djokovic qui se qualifie tranquillement face à Jérémy Chardy 6-1, 6-4, 6-2. Et ça passe aussi pour Federer qui s'impose sur Schwartzmann 6-3, 6-4, 6-4. Alors vous le voyez, il y a déjà des grosses surprises au début de ce tournoi, tant chez les femmes que chez les hommes. Il y aura des absents de marque la seconde semaine, Stanislas Wawrinka notamment, le numéro 3 mondial, qui est sorti par la petite force face à Guillermo Garcia Lopez, évidemment. Alors il est abattu après sa défaite, je vous propose de l'écouter. J'étais très bien, j'étais motivé, je me sentais bien, je me sentais prêt à entamer ce tournoi. Maintenant, après c'est passé ce qui s'est passé. Ça a été un match très difficile à gérer parce que je voyais que je faisais tout faux. Je savais exactement ce que je voulais faire, ce que je devais faire, mais j'arrivais tout simplement pas à le faire. Et il y a des jours comme ça, je sais que je dois l'accepter. Et j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Patrice Dominguez, ancien joueur de tennis et commentateur sportif. Patrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur i24 News. Alors, les grands chelems nous réservent toujours des surprises, mais là, tout de même, 2 grands favoris qui sont sortis dès le premier tour, Wawrinka et Nali, tous 2 vainqueurs de l'Open d'Australie. Comment ça s'explique, ça ? Disons qu'il y a toujours des surprises dans les tournois du Grand Chelem, notamment celui de Roland Garros. Lorsque c'est un Roland Garros un peu humide, un peu pluvieux, comme celui-ci, les conditions sont complètement différentes de celles auxquelles ont été habitués les joueurs ou les joueuses depuis 2 mois, avec des conditions plus rapides, plus sèches. Là, la terre battue est plus lente, elle est glissante, on trouve moins ses marques. Et c'est vrai que, en plus, Wawrinka avec Garcia Lopez et Nali avec Kristina Mladenovic avaient des premiers tours un petit peu compliqués, avec des jeunes joueurs ou joueuses totalement décomplexés, qui ont joué leur va-tout, qui ont joué crânement leur chance, qui pensaient sincèrement qu'ils pouvaient gagner. Et les matchs ont basculé très très vite avec de très bons démarrages des 2 outsiders, ce qui a provoqué 2 surprises. Mais ce ne sont pas les seuls du tournoi, il y en a d'autres qui ont perdu, comme Dimitrov, comme Nishikori. Voilà, c'est un tournoi très particulier lorsqu'il commence dans cette ambiance un peu humide, un peu morose, avec du vent, avec des conditions très très particulières. Mais enfin, sur la quinzaine, on espère que ça va changer, que le soleil va revenir, parce que les 2 en fait ont évoqué des problèmes de préparation et un manque de mental. Ce n'est pas le rôle des entraîneurs justement de bien préparer leurs athlètes pour ce Grand Chelem, aussi bien physiquement que mentalement ? Manque de mental, je pense que il ne s'agit pas d'un manque de mental, parce que ce sont des joueurs ou des joueuses qui ont déjà gagné les grands chelems, qui sont habitués aux grands matchs, qui sont habitués aux grands cours, aux ambiances particulières des grands chelems. Non, ils ont coincé. Ils ont coincé parce qu'ils ont eu peur. Ils ont été saisis. Nali saisi à froid par Kristina Mladenovic hier matin, qui a très très bien joué au premier set. Et Wawrinka, inexplicablement, il est passé complètement à côté du sujet. Mais ce n'est pas la première fois pour Wawrinka depuis qu'il a gagné en Australie. Parce qu'on peut dire qu'une semaine sur 2, il a complètement raté son tournoi. Certes, il avait gagné à Monte-Carlo, mais le reste du temps, il a souvent perdu au premier ou au deuxième tour. Donc c'est une surprise, mais sans l'être vraiment, parce que lorsqu'on a gagné des grands chelems, il faut s'habituer à ce statut,
on est le joueur ou la joueuse à battre. Ça pose des problèmes psychologiques particuliers et on n'arrive pas toujours à les résoudre. Alors, on se rappelle par exemple de l'élimination de Nadal en 2009 en huitième de finale. Vous pensez qu'on va encore avoir des surprises au prochain tour entre Nadal, qui a été très moyen sur cette saison sur terre battue, ou bien Federer qui est capable du pire comme du meilleur? Je pense que Nadal et Djokovic, sur ce qu'on a vu du premier tour de ces internationaux cette année, sont légèrement au-dessus et ils ont rassuré. Et ils se sont rassurés complètement. Djokovic, parce qu'il semble-t-il, il n'a plus mal au bras. Nadal avait retrouvé sa longueur de balle et sa qualité d'explosivité. Voilà, Nadal a un tableau qui s'est singulièrement dégagé. Wawrinka a perdu. Almagro, qui l'avait battu à Barcelone, a perdu. Nishikori a perdu. Dimitrov a perdu. Ça veut dire que dans la partie de Nadal, je ne dirais pas que c'est le désert, mais en tout cas, ça s'est considérablement éclairci pour lui. Du côté de Djokovic, il a fait très forte impression. Au premier tour, c'est le joueur qui s'est montré le plus en forme, disons, et le plus en confiance. Il était très relâché. Voilà, ce sont deux joueurs qui me semblent, en tout cas pour la première semaine, être largement à l'abri, parce que pour une rencontre l'un contre l'autre, il faudrait attendre la finale, puisqu'ils sont en tête de série 1 et 2. Alors, avec ce que vous avez vu en ce début de tournoi de terre battue, alors quel est ou quels sont vos favoris cette année, Patrice Dominguez? Chez les hommes, le favori logique depuis le début de la saison, une fois n'est pas coutume, c'est Djokovic, parce que c'est lui qui a le plus impressionné, c'est lui qui a gagné le plus de matchs des 6 ou 7 derniers mois. Apparemment, physiquement, il est nickel, donc il a un petit avantage sur les autres. Il a battu assez sèchement Nadal en finale à Rome, donc il a un avantage psychologique. Mais pour lui, le problème, il est psychologique par rapport à lui-même, parce que battre Nadal sur la distance des 5-7 à Paris, c'est le défi ultime. Il n'y est jamais parvenu. L'année dernière, il avait perdu en demi-finale un match qu'il pouvait gagner. Donc tout ça va se mélanger dans sa tête lorsqu'on va se rapprocher de la fin de la quinzaine. Et puis il y a quand même un certain Federer sur sa route, éventuellement en demi-finale. Et on ne sait jamais. On ne pensait pas que Federer allait le battre il y a 3 ans en demi-finale. Et il avait sorti un match de feu. Donc pour Djokovic, le parcours est un peu plus difficile. Et le défi, parce qu'il n'a jamais gagné à Roland-Garros, est plus compliqué à réaliser que pour Nadal, qui lui a déjà gagné 8 fois et connaît tous les recoins du cours. Un habitué. En tous les cas, on vous remercie beaucoup de votre intervention, Patrice, sur i24 News. À bientôt. Vous leur passez bien le bonjour à tous ces joueurs qui sont à la porte d'Auteuil et on vous souhaite de retrouver du soleil, pas celui de Tel Aviv, certes, mais du soleil quand même. Mais oui, il finit toujours par sortir à Roland-Garros. À bientôt. À bientôt. À présent avec l'équipe de France qui s'est baladée au Stade de France contre la Norvège. Un bon moyen pour se mettre en jambes avant le mondial et pour cela Didier Deschamps a choisi d'aligner une équipe recomposée sans Hugo Lloris, Raphaël Varane, Franck Ribéry et Karim Benzema. Et ça sent bon avant la Coupe du Monde au Brésil, un match amical certes, mais une victoire avec 4-0 qui met de la bonne humeur et d'énergie positive avant de prendre l'avion. Je vous rappelle que les Bleus vont affronter le Honduras le 15 juin prochain. Cette rencontre, c'est avant tout un entraînement et surtout, il ne fallait pas se blesser. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps, content de la prestation de son équipe. Oui, c'est très positif parce qu'on a marqué 4 buts, même si tout n'a pas été simple. On a eu une première partie de première mi-temps très bonne où on a eu 2 occasions en moins de 2 minutes. Et après, au bout de 20 minutes, on a eu moins le ballon et cette équipe de Norvège a mis beaucoup de volume, d'intensité. Elle a bien utilisé le ballon, donc ça a été un peu plus compliqué pour nous. Autre match amical, le Mexique et Israël qui se rencontrent ce mercredi à l'Estadio Artesca de Mexico pour un match de préparation à la Coupe du Monde. Les Mexicains commencent leur marche vers le Brésil avec ce match, alors que les Israéliens non qualifiés se préparent plutôt pour des éliminatoires de l'Euro 2016. C'est la première fois depuis 1970 que la Nifreret se rend à Mexico. Rappelez-vous, la seule et unique phase finale de la Coupe du Monde à laquelle Israël avait participé. Alors, malgré une forte envie des Israéliens de bien faire, le Mexique part évidemment favori avec 5 matchs sans défaite.
Et l'équipe nationale mexicaine a d'ailleurs été reçue par le président du pays, Enrique Peña Nieto, qui a souhaité bon courage à ses joueurs. Lors d'une fête organisée hier en plein cœur de la capitale, Peña Nieto a donné des objectifs clairs aux sélectionneurs et aux joueurs. Il espère ainsi que le pays ira loin, au moins jusqu'en quart de finale de la compétition. Premier match pour le Mexique, le 13 juin prochain face au Cameroun. Pour passer le stade des poules, il faudra battre les Brésiliens et les Croates, une tâche plutôt compliquée. Direction le Brésil maintenant avec la police qui a dispersé des manifestants indiens d'Amazonie avec des gaz lacrymogènes. Ils manifestaient aux abords du stade de Brasilia à 16 jours du mondial. Les policiers du bataillon de choc ont chargé plus d'1 millier de manifestants dont des enfants et des vieillards afin de les empêcher de s'approcher du stade Mané Garrincha qui va accueillir plusieurs matchs de la compétition. Certains manifestants ont répondu en lançant des pierres contre les 700 policiers censés protéger l'arène où est exposé le trophée du mondial. L'écurie Mercedes domine la Formule 1 depuis le début de la saison. Ce week-end encore, au Grand Prix de Monaco, l'équipe allemande a obtenu un nouveau doublé. Nico Rosberg devant Lewis Hamilton. Mais on a senti une animosité naissante entre les deux pilotes qui mènent pourtant le même combat. Il va falloir vite régler ce différend si Mercedes veut continuer à survoler les paddocks. Regardez ce reportage de Samuel Calvo. La Formule 1, catégorie reine du secteur automobile, est cette année particulièrement marquée par une domination de l'écurie Mercedes. D'un côté, Lewis Hamilton, un Anglais de 29 ans, issu d'une famille modeste. Après une expérience brillante de 6 ans chez McLaren, il décide de rejoindre l'écurie Mercedes en 2012. De l'autre, Nico Rosberg, 28 ans, allemand de naissance et surtout fils du champion du monde de Formule 1, Keke Rosberg. Il débute en F1 chez Williams où il fait 4 saisons pour enfin rejoindre en 2010 l'écurie Mercedes. Tout commence le 16 mars dernier au Grand Prix d'Australie. Les deux coéquipiers débutent le championnat côte à côte. En pôle, Lewis Hamilton, derrière Nico Rosberg. La hiérarchie se met en place doucement. L'Anglais capitule face à son coéquipier. Rosberg, l'homme qui laissait sceptique de nombreux observateurs avant sa confrontation avec Hamilton en 2013, prend les devants et commence le championnat de la meilleure des façons, par une victoire. Débute ensuite un récital de la part de Lewis Hamilton qui enfile les succès comme des perles, ne se souciant aucunement de lasser le public. Mercedes domine outrageusement, mais offre aux fans ce que ni Red Bull ni Ferrari n'avaient osé faire les années précédentes. Un vrai duel à armes égales entre ces deux pilotes. Le Grand Prix d'Espagne fut une bagarre intense, finissant sur une belle accolade entre les deux hommes avec un Nico Rosberg beau joueur. Une compétition pour le moment saine entre ces deux grands pilotes qui se battent pour la même chose, faire gagner leur écurie et arriver en première position. Oui mais voilà, après tous ces bons gestes, la compétition n'est jamais loin et il ne faut pas oublier que les deux grands sportifs sont forcément carriéristes. Leur proximité, leur permanente comparaison font que leur relation peut basculer très rapidement dans une lutte sans égard. Lors du Grand Prix de Monaco, Rosberg, vainqueur l'an dernier, fait une sortie de piste handicapante pour son coéquipier. Hamilton n'aura pas l'occasion d'améliorer son score et manque une chance d'accéder à la pole position. Le circuit de Monaco et ses lignes étroites est connu pour ne pas offrir beaucoup d'opportunités de doubler. La faute de Rosberg n'était peut-être pas involontaire, une question qui reste sans réponse bien sûr. Je croyais que c'était fini après ce qu'il s'est passé. Vu cette erreur, je pensais que quelqu'un battrait mon temps. Non, bien sûr, à la fin, je suis vraiment heureux que ça ait fonctionné. J'ai commencé en pole, vous savez, c'est fantastique, je suis à la maison ici. En tout cas, lui est arrivé premier et prend par la même occasion la tête du championnat avec 4 points sur son coéquipier. Hamilton, lui, préfère ignorer son compagnon. Eh bien, j'ai eu beaucoup de rythme. Je pense que j'étais très efficace aujourd'hui. Mais c'est un circuit où il est très difficile de doubler. Heureusement, nous n'avons pas fait d'erreur. C'est plutôt ironique, mais ça va. C'était plutôt serré au niveau du temps. Le Grand Prix de Monaco a marqué un tournant dans leur relation. La suite s'annonce explosive. NBA maintenant, on la croyait perdue, mais la Thunder d'Oklahoma a eu de la ressource. La franchise de Kevin Durant était menée 2-0 dans la finale de la conférence Ouest contre San Antonio. Eh bien, ce n'est plus que de l'histoire ancienne. Oklahoma vient d'égaliser de partout grâce à une victoire sur son parquet, 105-92.
Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de pain de Tony Parker et ses coéquipiers tant physiquement que techniquement. Le duo Duran-Westbrook a fait des étincelles en marquant à eux deux 71 points. Mais c'est surtout le retour de Serge Ibaka qui fait du bien à l'équipe depuis qu'il est de retour. La Thunder va beaucoup mieux. Le 5e match se joue ce jeudi à San Antonio. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que le temps passe vite en votre compagnie. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain bon pied et bon oeil pour de nouveaux résultats, des nouvelles émotions. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.